La team, bonjour. J'espère que vous allez bien. Cette fois, je vais remettre la vidéo ici de Nathalie Yamb. Nathalie Yamb qui, lors d'une interview, a décidé de parler des événements qui se passent dans notre Afrique. Vous avez bien lu le titre, l'Afrique en marche. Oui, elle a répondu à une série de questions. Une série de questions dont pour parler de notre continent. Les enjeux, ce que nous subissons et les décisions des pays forts à l'heure actuelle. Et dans cette sortie-là, nous nous retrouvons tous. Premièrement, parce que c'est une maman qui a la maîtrise d'abord de la parole, qui sait très bien parler habituellement quand elle fait ses contenus. Nous sommes tous versés comme des petits pains à l'écouter. Et aujourd'hui, cette interview va encore nous servir la maestra de la maman qui va répondre avec brillance aux questions du journaliste. La team, écoutons donc la sortie de Nathalie Yamb. La situation internationale actuelle, donc la France qui se trouve dans de grandes difficultés économiques, énergétiques, politiques et sociales, pourrait-elle vraiment songer à mettre fin au système de la France-Afrique dans tous ses aspects, comme le disent les chefs d'État? Maintenant, moins que jamais. Vous voyez le problème des retraites en France qui, quand vous allumez la télé, moi j'ai un énorme plaisir ces derniers jours à regarder la télévision le matin en France parce que je me demande d'ailleurs où est l'ONU, où est la Cour pénale internationale quand on voit les manifestations qui ont lieu, la façon dont elles sont réprimées, mais perdre la France-Afrique, je le répète depuis toujours, et Chirac l'avait dit, vous l'avez cité en entame, c'est une déperdition totale du niveau de vie en France. Ça va directement faire baisser le niveau de vie en France. Ça va amener la précarisation encore plus accrue des Français. Parce que la France politique n'a jamais réfléchi à comment substituer le système de domination qu'est la néocolonisation ou la France-Afrique par un système de coopération. Les Anglais ont été beaucoup plus malins et se sont dit à un moment donné, bon, il faut changer quelque chose, on va essayer de faire de notre précaré un marché avec qui on va pouvoir échanger. Et c'est comme ça que l'Angleterre, puissance coloniale, vous la retrouvez aujourd'hui moins riche d'ailleurs que les États-Unis, que le Brésil, que l'Inde, que des endroits où ils ont été. La France ils n'ont pas la capacité intellectuelle à pouvoir envisager un monde dans lequel ils doivent redéfinir leurs sources de confort, leurs revenus, etc. Donc, ce qui se passe en France actuellement va au contraire accroître leur besoin de verrouiller le précaré france-africain. D'accord. Et à ce titre, je rappelle juste ce qu'a dit Christine Lagarde en sa qualité de ministre de l'économie en 2010, c'est-à-dire c'est l'actuelle présidente ou gouvernante de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Donc concernant, dans une déclaration à Jeune Afrique, concernant justement le fonctionnement du franc CFA. Je rappelle que les pays membres de la zone CFA sont obligés de déposer des réserves à la Banque de France pour qu'ils reçoivent en contrepartie le papier qui s'appelle franc CFA et dont 1 euro vaut 657 francs CFA. Donc voilà ce que dit Christine Lagarde. En 2010, ça n'a pas changé, à Jeune Afrique. Historiquement, l'obligation était de 65%. Ce n'est pas vrai, c'était de 100%. Ça a changé après de 65%, mais elle est de 50% actuellement pour les deux zones économiques, donc du franc CFA, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, depuis 2005. Donc, en contrepartie, il y a une garantie de convertibilité que l'on accepte d'honorer. Voilà, donc je laisse les auditeurs juger par eux-mêmes. Dans votre locution à la conférence parlementaire russo-africaine, vous avez mentionné les accords léonins signés avec la France et leurs effets visibles, comme les manuels scolaires, la culture, les musées et les médias, ce que vous avez tout à l'heure évoqué. Mais selon vous, il y a toute une autre partie qui n'est pas visible et qui se traduit par la dissimulation des archives
et le soft power utilisé dans les coulisses des institutions, des événements et des conférences internationales auxquelles l'Afrique n'a pas accès. Je répète bien, je souligne, n'a pas accès. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce phénomène-là et expliquer à nos auditeurs comment cela fonctionne? Mais avant tout, vous pouvez rebondir d'abord sur la question de la convertibilité et de la garantie de convertibilité de franc CFA par la France, la Banque de France. D'accord, merci beaucoup. Et puis merci encore aux auditeurs de Radio Maliba d'être avec nous aujourd'hui. Non, je voulais juste sur la garantie de convertibilité, c'est la plus grosse arnaque qui existe. En fait, elle n'est pas appliquée. Vous savez, la garantie de convertibilité, ça couvrait les cas de figure où je me lève, j'habite en Côte d'Ivoire, je me lève, je vais faire des achats à Dubaï, et puis je paye là-bas. Et je reviens et la Banque de France rachète donc les francs CFA que j'ai dépensés à Dubaï. Elle les rachète pour les réinjecter dans le système parce qu'à Dubaï, bon, ils en ont rien à faire du franc CFA, ils n'ont pas utilité. Donc la Banque de France doit les racheter. Sauf que lorsque la France a constaté que les Africains avaient découvert que c'était beaucoup plus intéressant de faire des achats en Asie plutôt que de venir dépenser des sommes doubles, triples, quadruples en Europe pour s'approvisionner, ils ont simplement arrêté d'exercer la garantie de convertibilité. Vous ne pouvez plus utiliser le franc CFA nulle part qu'en dehors de la zone CFA concernée, parce que vous prenez vos francs CFA BCEAO, vous n'allez pas acheter une baguette de pain ou une boule d'attiéké dans l'autre zone, hein, ça n'existe pas. C'est une arnaque comme le système l'est de façon globale. Ça n'existe pas. Voilà. C'est ce que je voulais dire sur la garantie. Alors, la façon visible et invisible, alors comment ça se passe? Dans les réunions internationales, on fait souvent allusion, je pense que beaucoup de gens, entre-temps, ont entendu parler, par exemple, de la conférence de Berlin. Ce qu'on dit à la conférence de Berlin, l'Afrique n'était pas présente. Donc, des gens se sont assis autour d'une table et ont décidé qu'ils allaient se partager l'Afrique. C'était en 1884. 1884, ça a duré jusqu'en 1885. Ils ont partagé l'Afrique. D'ailleurs, il faut noter que la Russie était présente à cette conférence, mais qu'elle n'a pas du tout participé à la question du partage de l'Afrique. Elle a dit ça m'intéresse pas. C'était les puissances coloniales de l'époque qui étaient là. L'Afrique n'était pas là-dedans, mais la Russie y était. C'est ce que j'ai dit lors de ma conférence. Ils étaient dans la salle. Ils n'ont pas pris un seul morceau du continent, ils ont dit ça ne nous intéresse pas, ça ne nous concerne pas, mais ils savent ce qui s'est dit là-bas. Quand ils ont été à Yalta pour créer l'ONU, l'Afrique n'était pas là. C'était les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient là. Donc, quels sont les accords il y a ce qu'on voit, ce qui est écrit dans les statuts, mais comment s'en est arrivé là? Quelles concessions ont été faites? Lesquelles n'ont pas été faites? On ne sait pas. Monsieur Lavrov nous a levé un petit bout du voile, et c'est sur ça que moi j'ai rebondi lors de la conférence. Lorsque récemment, dans de récentes interviews, le ministre des Affaires étrangères russe a par exemple dit que Monsieur Borrell et Monsieur Le Drian étaient venus le voir lors d'une conférence pour lui dire que mais il faut arrêter de soutenir le Mali et d'envoyer des gens au Mali. Le Mali, c'est chez nous. Alors, quand le ministre des Affaires étrangères russe nous dit ça s'est pas passé devant les caméras, c'est dans les couloirs de l'ONU, c'est dans les couloirs du FMI, c'est dans les couloirs du G20, etc., que ce genre d'accords ou de tractations se font. Certaines fois, les partenaires disent OK, on vous laisse faire, mais en contrepartie, vous venez pas nous embêter du côté de la Syrie, du côté de l'Irak. Il y a des tractations qui se font. L'Afrique n'est pas là. Quelles sont la teneur de ces deals qui se passent loin de toute l'attention médiatique? Si on dit qu'on est aujourd'hui des alliés, qu'on subit les mêmes problèmes, alors je pense qu'il faut qu'on puisse se dire la vérité et que ceux qui ont l'information viennent nous la communiquer pour que nous ayons des armes.
encore plus scientifique pour démonter le narratif que l'on essaye d'imposer sur l'Afrique au monde. Vous voulez aller chercher de l'argent, chercher de l'aide ou des fonds auprès du FMI ou de la Banque mondiale, vous n'avez aucun problème. Je vais prendre l'exemple de la Centrafrique. La Centrafrique est le meilleur élève de la Banque mondiale dans la zone CEMAC. Ils appliquent les décisions, ils font les rapports, ils font tout. Mais bizarrement, on ne leur donne pas les moyens de compter. On ne récompense pas la bonne attitude. Pourquoi? C'est parce que par derrière, la France va et parle dans les couloirs aux autres administrateurs, ceux qui donnent l'argent, en leur disant non, mais eux, il faut pas, etc. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Il faut qu'on arrive à mettre ce système sous-jacent, ce système insidieux, pervers, parallèle. Et c'est un système qui est inscrit dans les statuts du FMI, hein. Article 31G de mémoire des statuts de création du FMI. Vous allez le regarder. On dit, parce qu'ils ont été créés en même temps que l'ONU, hein, que les territoires, la puissance coloniale, celle qui a des territoires, des colonies, etc., c'est elle qui parle à la place de ces... Oh non. Eh ben, il continue de perdurer. C'est pour ça que je dis, il faut détruire chacun de ces systèmes. On peut pas dire qu'une réformette puisse changer quelque chose. Il faut carrément réécrire de nouveaux statuts. Ça reflétait, le modèle qui existe aujourd'hui reflétait une réalité politique de 1945. Elle n'est plus du tout la réalité politique de 2023. Il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de se dire que ce n'est pas si on donne un siège au Conseil de sécurité à l'Afrique que ça va changer quoi que ce soit. Ça va rien changer du tout. Certainement. Ça ne va rien changer du tout. Le fonctionnement du Conseil de sécurité doit être revu. Les rapports de force du Conseil de sécurité doivent être revus. Vous avez aujourd'hui... À ce titre d'exemple, on peut citer combien de fois le Conseil de sécurité a voté une résolution et tout de suite après, elle a été violée sans qu'on... Non, alors il y a des pays dans le monde, comme Israël, qui peuvent violer... Pas uniquement Israël. Non, mais je dis comme. Ouais. Je dis comme. Mais il y a même les États-Unis concernant l'Irak, concernant la Libye. Selon que vous êtes protégé. C'était juste pour dire que même au sein du Conseil de sécurité, pour dire que voilà, c'est pas le fait de donner le siège permanent, mais il y a aussi le poids. Ça n'apportera rien du tout. Je vais vous dire, si on me posait la question, je suggérerais non pas qu'on donne un siège à l'Afrique au Conseil de sécurité, mais qu'on mette fin au statut de membre permanent avec droit de veto. Ce statut-là se justifiait parce que c'était les gagnants de la guerre à l'époque. Et on se disait, comme c'est eux qui ont fait la guerre et qui l'ont gagnée, ils ont compris comment on doit faire pour éviter une troisième guerre. Et donc on leur a donné, ils se sont donné un statut. Mais si aujourd'hui vous partez du principe que l'organisation des Nations Unies est une organisation dans laquelle tous les pays sont souverains et égaux, alors il faut mettre en place simplement le système de un pays, une voix. Vous pouvez garder 15 membres, vous pouvez garder la méthode tournante, tous les 2 ans, les membres changent, mais il n'y a plus de membres permanents. C'est-à-dire que vous pouvez arriver à un moment, à un jour où vous avez le Conseil de sécurité qui n'a ni la France, ni la Chine, ni la Russie, ni le Royaume-Uni, ni les États-Unis qui sont membres du Conseil, mais vous avez des pays qui sont là, vous avez la Namibie, vous avez le Liechtenstein, vous avez je sais pas quoi, qui sont dedans. Et si les grandes puissances, entre griffes, ont envie de faire pousser des dossiers, eh bien, ils devront utiliser de la négociation, ils devront utiliser de la conviction et non pas imposer. Et puis, il n'y a rien qui se passe. Donc, il faut qu'on soit un peu plus créatif et il faut qu'on assume qu'aujourd'hui, les États-Unis, ne pèsent pas plus que Vanuatu. Au sein du Conseil de sécurité, on est tous des pays. On est tous des pays indépendants, soi-disant. On relativise un peu, mais sur le papier, on est des pays indépendants. Donnons-nous les moyens de réécrire toutes ces institutions. D'accord. Vous avez aussi évoqué une question que j'estime extrêmement importante, c'est celle des archives.
la confiscation des archives. Et pas uniquement ceux de la colonisation. Même ceux qui ont, d'avant la colonisation, ont été confisqués. Je prends l'exemple, par exemple, de l'Algérie, dont je suis originaire. Même les archives de la période ottomane, qui n'a rien à voir avec la présence française, ont été confisquées. Est-ce que ce n'est pas une façon de confisquer la mémoire? Absolument. Et faire en sorte des gens qui ne connaissent pas leur histoire, des objets facile à dominer. Mais absolument, le fait de méconnaître son histoire vous place dans la position de la voir se répéter à l'infini. On vous ampute de connaissances qui expliquent pourquoi les choses sont arrivées, comment elles sont arrivées, quand elles sont arrivées, par qui elles ont été exécutées. Vous ne savez pas. Donc, on peut venir vous raconter tout et remettre en place les mêmes mécanismes à l'infini. Vous ne le saurez pas. C'est quelque chose qui est extrêmement violent, je trouve, et extrêmement condamnable. Et c'est pour ça que si les puissances coloniales, dans les diverses parties du monde, comme vous dites, c'est pas seulement en Afrique ou en Afrique subsaharienne que ça se passe partout et ça se passe à différentes époques. Mais ceux qui ont les archives ont le devoir de les rendre publiques et accessibles. Et pas de la façon pernicieuse et vicieuse dont le fait Monsieur Macron. Parce que là, j'ai le goitre, là, comme on dit. Quand il s'agit de Thomas Sankara, on vient nous dire, on va vous ouvrir les archives. Et puis, on transmet des cartons d'archives, mais on dit, mais les derniers cartons, non, c'est à l'Élysée, on donne pas. Donc, c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent bien nous donner. Dernièrement, il est venu au Cameroun et il a dit, on va mettre en place une commission qui va aller étudier les crimes coloniaux ou la période coloniale. Et puis, il rentre à Paris et il met en place sa commission mixte, mais tout seul. Et il désigne à la tête de la commission, pour la France ou du côté français, une chercheuse historienne. Et pour le côté camerounais, il désigne un chanteur. Bon, qu'est-ce que ce chanteur va pouvoir apporter dans le débat, la recherche historique sur les crimes coloniaux? Je ne sais pas. Quand le New York Times fait toute une série sur la situation à Haïti coloniale, la dette coloniale française, la dette odieuse française sur Haïti, ils se sentent obligés, c'est des choses dont on parle depuis longtemps, mais comme c'est le New York Times qui a fait toute une série dessus, qui a mis des chercheurs, des journalistes et tout ça, ils sont obligés de réagir. Ils vous disent, bien, on va mettre en place une commission, c'est nous qui allons choisir les chercheurs et les personnes qui vont accepter pour étudier cette question. Non, ce que nous demandons, c'est de rendre publiques les archives. Si quelqu'un de l'Ouzbékistan, si quelqu'un de l'Afrique du Sud, si quelqu'un de Mars a envie de descendre avec son ovni pour venir étudier les archives, ils n'ont qu'à venir étudier les archives. Tout le monde doit y avoir accès et chacun peut ensuite en faire l'interprétation et la diffusion qui lui sied. Voilà ce combat. Il y a des combats comme ça qu'on ne connaît pas vraiment. Celui pour les archives et celui pour les réparations, qui doivent maintenant monter en puissance partout. Il y a aussi des archives qui sont extrêmement importantes parce que ce que on fait en sorte d'oublier. Prenons l'exemple de l'Algérie. La guerre d'Algérie est finie pour l'armée française, certes, mais elle n'est pas finie pour les Algériens. Pour les Algériens, il faut rappeler que l'armée française avait planté 11 000 les mines. 11 000. 11 millions de mines, oui. Entre 10 et 11 millions de mines antipersonnelles dont elle a ouvert les archives qu'en 2007. Et vous savez que les mines bougent à cause de l'érosion des sols. Mais il y a pire. Il y a les essais nucléaires. Il y a eu beaucoup d'essais nucléaires dont les nuages radioactifs se sont propagés dans toute l'Afrique et atteignant même le sud de l'Europe. Et actuellement, comme il n'y a pas eu d'ouverture d'archives, il n'y a pas eu de décontamination des sols, à ce jour, le danger persiste et il peut même menacer l'Europe à cause des vents de sable et la sécheresse. Non, c'est criminel. Cette dissimulation des archives, moi je trouve que c'est criminel, c'est un combat que j'essaye de pousser partout où je peux, raison pour laquelle j'en ai parlé lors de la conférence. Qu'attendez-vous de la Russie
et des gens des BRICS en général, en ce qui concerne cette question du néocolonialisme et que doivent-ils faire pour ne pas refaire les mêmes erreurs du colonialisme et que doivent faire les Africains eux-mêmes pour y mettre fin? Ah, vaste question. Des BRICS, de la Russie et des BRICS en général, j'attends une collaboration sincère, pas seulement opportuniste, sincère. C'est-à-dire que si on dit qu'on est des amis, alors vraiment on se donne les moyens de s'aider les uns les autres. On vient de parler des archives et tout ça. Je pense que c'est plus aux Africains de travailler à ce que le néocolonialisme ne vienne pas de ce côté-là. C'est à nous. C'est à nous de mettre des barrières, de nous comporter de sorte à ce qu'on nous respecte. La Russie, dans notre partie du monde, alors je ne parle pas dans les autres zones d'influence qui les concernent, aussi bien la Russie que la Chine, mais je dis chez nous, parce que moi je parle en tant qu'Africaine, chez nous, la Russie et la Chine n'ont jamais tenté d'instrumentaliser leur influence pour faire des changements de régime. Beaucoup de gens qui me disent oui mais la Russie c'est aussi une puissance coloniale en Europe de l'Est, ils ont colonisé, etc. Je dis certes, mais chez nous... Si c'était l'Union soviétique, c'était l'Union soviétique, voilà, tout à fait à l'époque, mais bon, mais je dis, mais chez nous, même l'Union soviétique était aux côtés de nos mouvements qui se battaient pour l'indépendance. Il n'était pas du côté des mouvements des colons qui venaient et nous aidaient à nous en débarrasser. Ceci dit, il ne faut pas être naïf. Les puissances tous les pays du monde d'ailleurs ont leurs intérêts. Si le mur de ta maison est fissuré, il faut pas te plaindre que quelqu'un essaye de s'y introduire. Tu essayes de réparer la fissure. C'est à nous de poser les conditions. Les BRICS, pour moi, je suis étonnée que dans beaucoup de nos États, il n'y ait pas un ambassadeur ou un service de veille des BRICS. Parce que les BRICS, pour moi, c'est l'avenir. C'est-à-dire que c'est la meilleure option d'un monde multipolaire que nous ayons aujourd'hui. J'ai parlé du FMI, de la Banque mondiale, qui sont plein de conditions, qui sont des instruments de chantage, de domination, et de domination et de rétorsion, parce que la République centrafricaine a un problème avec la France, pas avec le FMI ou pas avec la Banque mondiale, mais la Banque mondiale suspend ses aides. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. Mais c'est parce que derrière, donc ce sont des instruments. Les BRICS ont créé une banque de développement. Peut-être qu'il faut qu'on aille consulter les conditions de travail et surtout qu'on leur dise: on ne vous demande pas de venir remplacer la France, mais on demande un partenariat gagnant-gagnant. Vous êtes des cracks en termes d'énergie, vous avez un know-how que nous, on n'a peut-être pas encore. On n'a pas envie de vous exporter de la poussière d'uranium ou du yellow cake. On a envie que vous veniez nous aider à construire une centrale nucléaire. D'ailleurs, j'ai entendu hier le président Poutine dire que la Russie fait même des centrales nucléaires écologiques. Donc, venez construire une centrale nucléaire écologique chez nous, venez investir dans ça, on fait du partenariat dedans, on attend de part et puis on vend de l'énergie à la sous-région. On n'exporte pas notre matériel c'est nos chefs d'État qui ont une beaucoup plus grande part de responsabilité là-dedans. Maintenant, il faut naturellement que les BRICS comprennent quels sont les mécanismes qui nous maintiennent sous domination. Absolument. Pour qu'on puisse travailler ensemble pour les déconstruire. Il faut qu'ils sachent que quand ils disent OK à la France dans un couloir là-bas, voilà les effets que ça a chez nous ici. Ce dialogue-là, c'est pour ça que je dis il faut qu'il y ait ces rencontres, ce dialogue, qu'il y ait cette ouverture d'esprit pour qu'ils apprennent quels sont les effets des accords qu'ils ont entre grands là-bas, qu'est-ce que ça a comme effet sur nous ici. Et c'est à nous même de nous redresser, de cesser d'être couchés par terre, à penser que nous ne sommes rien. C'est parce que nous sommes couchés que les autres pensent qu'ils sont grands. Quand nous nous relèverons, ils verront qu'on se regarde droit dans les yeux. Mais encore faut-il qu'on ait à la tête de nos États des gens qui préfèrent être debout plutôt qu'à genoux. Ça, c'est notre prochain challenge. Les BRICS ont axé leur coopération internationale sur 3 vecteurs. Donc le commerce, l'investissement direct, donc la transformation des matières premières et l'aide au développement.
Donc, dans chacun de ces domaines, comme vous venez de le rappeler à juste titre, l'Afrique a déjà assez d'expérience pour ne pas se faire harakiri encore une fois. Alors, par exemple, prenons l'exemple de l'énergie. Vous avez cité dans votre allocution, je vous reprends, cette religion du climat avec laquelle ils veulent nous bloquer pour que l'Afrique ne se développe pas. Et à juste titre, parce que qu'est-ce qui pollue en Afrique actuellement? Rien du tout. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous dites que c'est une religion? C'est une sorte de... C'est une dictature du climat. C'est une dictature. Et comment cela, justement, peut jouer contre le développement de l'Afrique? Ah, mais c'est un outil, c'est le nouvel outil. Pour freiner le développement africain. Vous savez, l'histoire, toujours, les réponses sont toujours dans l'histoire. La France, pas la France, l'Europe se construit autour du charbon et de l'acier. Et du plastique. Oui, c'est ce qui fait, qui est d'ailleurs qui arrive en amont de la création de l'Union européenne et tout ça. La construction de l'Europe, l'émergence de l'Europe, l'envol de l'Europe se fait autour du charbon et de l'acier à l'époque. Ils ont décimé leurs forêts, ils ont fait des grandes plantations. L'agriculture européenne aujourd'hui représente une forte part dans le PIB européen. La Chine utilise le charbon. L'Allemagne, la puissance actuellement, mais même en France, on réouvre des centrales à charbon. Mais tous ces gens qui ont construit leur enrichissement, leur développement sur l'utilisation des ressources qu'ils avaient, des sols, des sous-sols, des forêts, etc., sans réfléchir aux impacts que ça pouvait avoir, viennent aujourd'hui nous dire, alors qu'ils sont bien assis, que nous, il faut surtout pas qu'on touche à nos terres, faut pas qu'on touche à nos forêts, si on touche pas aux forêts, on peut pas toucher ni au sol ni au sous-sol. Donc les grandes plantations, l'exploitation des ressources et tout ça, on n'y touche pas. Non, il faut que les papillons puissent continuer de voler, il faut que les lézards puissent continuer de ramper. Vous êtes le poumon de la planète, mais c'est faux. Si vous avez besoin d'un poumon, vous qui êtes les pollueurs par excellence du monde, mais allez replanter vos forêts chez vous, sacrifiez des espaces, sacrifiez des surfaces, remettez vos forêts et cherchez votre poumon vous-même. Et je suis très en colère vis-à-vis de nos présidents qui chaque fois se précipitent dans des avions pour aller participer à des COP et à des réunions où on vient leur dire oui. On dirait qu'ils ressortent très fiers. Oui, nous sommes le poumon de la planète. La belle affaire. Ça nous donne quoi à manger? Alors on leur promet des miettes par rapport à ce que l'on pourrait faire si on exploitait nos ressources. On leur promet des miettes qu'on ne leur donne pas. Et puis vous les voyez arriver à la prochaine COP. Et puis ils sont là en train de pleurnicher. Je me souviens, une des dernières COP, là, je crois que c'était le président Tshisekedi qui pleurnichait que oui, mais vous nous avez promis des choses, mais ce n'est pas encore venu. Tu as envie d'entrer dans le micro, de lui flanquer des claques. C'est pas possible. On ne peut pas aujourd'hui. Restons courtois. Non, je suis pas entrée dans le micro, mais on a envie. Non, je veux dire, c'est pas des choses. Il faut qu'on arrête de répéter comme des perroquets. Nous ne sommes pas des perroquets. Ils nous sortent le climat, mais c'est pour empêcher notre développement. D'ailleurs, si l'opération spéciale russe en Ukraine a un mérite sur le plan énergétique, c'est d'avoir justement complètement dévoilé, pour ne pas dire autre chose, dévoiler cette arnaque des énergies renouvelables, parce que en réalité, c'est juste une fumisterie, une bulle. Mais aujourd'hui, on vient vous dire, le nucléaire, en fait, c'est quelque chose qui est très écologique, hein, vous savez. Oui, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que pour les Africains qui ont besoin de beaucoup d'énergie, de beaucoup d'eau,
Ils pourront pas le faire avec les énergies renouvelables. Déjà, du fait qu'elles sont intermittentes. Oui, quand il n'y a pas le soleil, il n'y a pas le soleil. Quand il n'y a pas le vent, il n'y a pas le vent. Vous ne soutenez pas une industrialisation avec des énergies renouvelables. Vous pouvez vous dire que, ok, dans des villages, par exemple, dans des petites localités à l'intérieur, on va faire des fermes de solaire, on va mettre une petite centrale autonome pour une localité à l'intérieur. Mais l'énergie dont l'industrie a besoin, c'est une énergie stable, c'est une énergie, et celle-là, elle ne vient pas. Bah oui, ce que les spécialistes appellent pilotable. Voilà. Or, tout le plan de ce dont on parle depuis le début de cette interview consiste à s'assurer que l'Afrique ne s'industrialise pas. Car si l'Afrique s'industrialise, alors l'Afrique, c'est un géant qui se lève. C'est un géant qui se lève. Et si, à la tête des États africains, nous avons des gens qui commencent à réfléchir et à dire, écoutez, moi, j'ai plus envie d'exporter ma matière première, j'ai du pétrole, je raffine mon pétrole, je l'utilise ici pour faire plusieurs choses. Justement, moi, j'avais discuté avec certains diplomates, dont après la fin de la table ronde sur les lois et tout, et tout le monde était d'accord pour dire que s'il y a une loi que les Africains doivent faire passer tout de suite, c'est d'interdire l'exportation des matières premières, imposer leur transformation localement et interdire l'importation de tout ce qui est fabriqué en Afrique. Alors, pour finir, Nathalie Yamb, par rapport à ça, ce que le président Poutine a dit hier donc à la Douma sur la disposition de la Russie à aider les pays africains à construire des centrales nucléaires, donc qui certainement fourniront assez d'énergie. Il y a assez de chaleur pour faire de l'eau distillée. Est-ce que vous pensez que c'est la voie à suivre? Et pourquoi pas aussi une coopération dans le spatial, dans les matières, dans les infrastructures, les transports rapides? C'est à nous d'avoir une idée claire de là où on veut aller. Moi, j'ai assisté au discours du président Poutine à Sochi en 2019. Il n'a pas dit autre chose que ce qu'il a répété hier à la Douma. Déjà, à l'époque, il a dit, on peut travailler avec vous dans l'énergie, dans le spatial, dans le médical, dans l'agriculture. Il avait tout listé. Il avait cité, je crois à l'époque, c'était l'Égypte qui était le partenaire. Mais on vous propose tout un catalogue de choses avec lesquelles nous pouvons travailler ensemble pour construire, transférer des compétences, faire du business, etc. Et nous venons dire, bon, il faut me donner 3 clopinettes, je vais aller faire une route dans mon village. C'est à nous de savoir. J'espère que avant le prochain sommet, nos chefs d'État vont faire leur introspection et vont vraiment se projeter. Il y a des pays en Afrique, je vous assure, je parle avec certains chefs d'État, certaines fois je suis scandalisée. Il y a des pays en Afrique qui n'ont pas de plan énergétique. Ils n'ont pas de plan énergétique. Alors, ces gens-là qui savent pas, c'est au coup par coup, au jour le jour. Il faut m'électrifier le village là. Non mais, recense tes ressources, décide lesquelles tu vas utiliser maintenant, lesquelles tu vas utiliser dans 50 ans. Développe un plan et une vision, on n'a pas ça. Alors, vous avez des gens qui peuvent offrir des voies, mais la clé, la solution, l'avenir est dans les mains de ceux qui dirigent nos États aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont l'intelligence de saisir les opportunités qui sont offertes? D'abord, de définir quels sont leurs besoins, d'identifier, de définir leurs besoins, de penser à des solutions et d'aller ensuite chercher les meilleurs partenaires pour implémenter ces solutions. Moi, je suis un pays comme le Centrafrique. Je me demande pourquoi il y a si peu, la couverture d'électricité est si médiocre, alors qu'il y a des ressources qui sont là. Mettons en place une centrale nucléaire là-bas, ça va attirer les investisseurs qui vont gagner de l'argent, ça va permettre de booster l'industrialisation. Et là où il n'y a pas d'électricité, vous allez mettre quelle industrie?